Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. À la une de cette édition, le président chinois Xi Jinping a fait un discours lors de la cérémonie de lancement de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures à Beijing. La première réunion des gouverneurs du conseil d'administration aura lieu du 16 au 18 janvier. Une cérémonie d'ouverture a prévu 100 jours de préparation. L'événement a été à la hauteur de l'engagement de la Chine à contribuer à la gouvernance économique mondiale. Le président Xi a fait un discours pour l'occasion. L'établissement officiel de la BAII va stimuler l'investissement dans les infrastructures en Asie. Il va aussi mobiliser le secteur privé dans la construction d'infrastructures. La BAII est une institution intergouvernementale et multilatérale. Elle se concentre sur la construction d'infrastructures avec pour but d'améliorer l'interconnectivité en Asie et l'intégration économique. L'approche de nature gagnant-gagnant de cette banque a remporté l'adhésion. Nous espérons que les membres de la BAII vont stimuler la solidarité et la coopération, étendre les investissements, promouvoir la mise en branle aussi rapide que possible de cette institution et la faire grandir et prospérer. La BAII possède un capital autorisé de 100 milliards de dollars, soit environ la moitié de la Banque mondiale. Elle investira dans des secteurs comprenant l'énergie et les transports, en plus de l'éducation et de la santé. La réunion de 3 jours sera l'occasion de l'entrée en fonction du président et des directeurs. Elle inaugurera un avenir de coopération entre ses membres. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures ne va pas seulement accélérer la construction d'infrastructures en Asie, mais également donner des opportunités aux pays qui ne sont pas du continent. Des précisions en images. La construction d'infrastructures est ce sur quoi les Philippines ont mis l'accent. Selon le rapport sur la compétitivité mondiale 2014-2015 du Forum économique mondial, les Philippines se classent au 95e rang mondial en termes de qualité d'infrastructure. La Banque centrale des Philippines croit que la BA2I pourra l'aider à financer la construction d'infrastructures dont elle a un besoin urgent. Il y a un besoin conséquent d'infrastructures dans notre pays et la BAII peut être considérée comme un fournisseur possible dans ce domaine. En plus des autres fournisseurs, tels que les autres institutions multilatérales, la BAII peut également fournir une expertise en matière de développement d'infrastructures et c'est quelque chose qui nous sera très utile. L'Inde est le deuxième plus grand pays en développement d'Asie. Elle a une population élevée et bénéficie d'un potentiel de développement économique énorme. Mais les analystes indiens indiquent que leur pays manque d'infrastructures et que des investissements colossaux sont nécessaires pour équiper le pays en routes, ponts, hôpitaux et écoles. Je m'attends à ce que la BAII finance les projets de construction d'infrastructures en Inde, car nous sommes en retard en matière de développement d'infrastructures. La Chine est arrivée à une étape de son développement où elle peut aider les autres. En Russie, les experts expliquent que la BA2I peut soutenir la reprise économique. La BA2I et l'initiative Une ceinture, une route peuvent stimuler le commerce et les échanges économiques entre l'Eurasie et la Chine. Et la Russie, qui est un grand pays de l'Eurasie, en profitera. La Russie espère attirer des investissements dans la région, en particulier car nous avons réalisé que les infrastructures, et en premier lieu les systèmes de transport public, sont des facteurs clés du développement économique. Les pays de l'Asie et de l'Océanie ont quant à eux besoin de capital et d'expertise. Et plusieurs pays, ne faisant pas partie de ces continents, peuvent fournir financement et conseils. C'est le cas du Royaume-Uni par exemple, qui voit en la BA2I un moyen d'exporter son expertise et de gagner de nouveaux clients. Tout d'abord, la reconnaissance des besoins de ce que la banque va combler en termes de financement d'infrastructures en Asie, puis la reconnaissance du fait que la Grande-Bretagne a beaucoup à offrir. La Grande-Bretagne possède une grande expertise en matière de construction d'infrastructures, financement d'infrastructures, financement vert, gestion de projets et construction.
Nous avons utilisé ces compétences dans le monde entier. Il existe donc un énorme marché pour l'expertise britannique. C'est donc une combinaison de la demande que va combler la banque et de la capacité à apporter de la valeur que les autres participants vont faire via l'expertise que nous avons en Grande-Bretagne. Et d'ajouter, s'attendre à de grands changements dans les infrastructures asiatiques grâce à la BA2I. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures devrait permettre au marché britannique de se développer hors d'Europe. Tout de suite, plus de détails. En Europe, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures est perçue comme une chance d'exporter le savoir-faire en matière d'ingénierie. C'est en effet le cas pour des projets comme celui d'un tunnel ferroviaire d'un montant de 25 milliards de dollars. L'ouvrage qui s'étend sous la capitale britannique est presque terminé. À en croire le milieu politique et les économistes britanniques, les entreprises qui ont rendu cela possible sont prêtes à rejoindre les investissements chinois dans la région asiatique. La Chine est déjà un grand investisseur, en particulier dans certains États qui ne font pas partie de la communauté mondiale. La Chine a développé des investissements massifs dans l'infrastructure et l'énergie dans cette partie du monde. Cela semble donc logique qu'elle développe ce véhicule qu'elle pourra exporter dans d'autres pays. Sur les 57 futurs pays membres, une majorité d'États de l'ouest de l'Europe se sont déjà portés candidats. La Banque mondiale basée à Washington a salué l'arrivée d'un nouvel acteur au budget conséquent. À l'évidence, la planète a de grands besoins d'infrastructures. Il existe une grande différence de niveau d'infrastructure dans les pays à bas niveau et même dans les pays à revenus moyens. Donc, en principal, il y a une grande marge de manœuvre pour la finance d'infrastructures au sein des pays en développement. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, a déclaré que la banque contribuera à créer des opportunités bénéficiant au secteur commercial du Royaume. Il s'agit maintenant de faire passer le commerce au-delà d'une Union européenne, alors que le marasme économique s'est emparé de certaines des économies les plus dynamiques dans le monde. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures ne consiste pas seulement à posséder une banque. Il s'agit de savoir que ce qu'on peut faire est acquis. Et lorsque l'on divise les capitaux vers différentes régions du monde avec les contacts qui se forment à ces endroits, alors les liens commerciaux se créeront à partir de là. Londres jouit d'une longue et riche tradition de projets d'ingénierie et d'infrastructures. Des projets qui se sont développés sur la planète au cours des siècles. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures offre aujourd'hui à la Grande-Bretagne des marchés situés à l'extérieur de l'Union européenne. La première réunion des 20 Sherpas des membres du G20 s'est tenue à Beijing en amont du sommet de 2016 qui doit se tenir en septembre à Hangzhou dans l'est de la Chine. On surnomme Sherpa les représentants personnels des chefs d'État et des gouvernements qui interviennent dans le cadre de la préparation d'un sommet international. La réunion a pour but d'établir des objectifs clairs et un programme pour le sommet du G20. La croissance économique et la gouvernance mondiale feront partie des priorités du sommet. 4 à 5 réunions des Sherpas sont prévues cette année. La deuxième se tiendra à Guangzhou en avril. Le monde attend beaucoup de ce sommet et de la présidence de la Chine. Le G20 peut sortir l'économie mondiale de l'impasse actuelle. Tous les membres sont d'accord pour faire du développement une priorité et pour promouvoir la coopération internationale dans les domaines de l'innovation, du commerce et du développement. Grâce à une coopération renforcée, nous pourrions remettre l'économie mondiale sur le droit chemin. L'ouverture de l'extension des lignes de métro 12 et 13 à Shanghai a eu lieu il y a quelques semaines. Ces lignes relient à présent les banlieues de Minhang et de Jiading au centre-ville. Par conséquent, les prix immobiliers des banlieues ont flambé. Wan Ning se presse pour acheter un 3 pièces en vue de son mariage. Elle cherche un appartement dans le quartier de Jiading. Elle a cependant réalisé que depuis l'ouverture des nouvelles lignes de métro, le mois dernier, les prix immobiliers du quartier ont grimpé de 20%. Ces appartements restent cependant 50% moins chers que les appartements dans le centre de Shanghai. Mais la rapide hausse des prix et la nouvelle ligne reliant Jiading directement au centre-ville l'ont fait décider. Pour des employés de bureau comme moi, acheter un appartement ici est relativement moins cher et le transport est plus pratique depuis l'ouverture de la ligne 13. Avant, cette zone semblait loin et peu développée.
Ces derniers mois, selon le site immobilier anjuke.com, le prix résidentiel de la banlieue de Minhan a vu ses prix augmenter de 400 000 yuan le mètre carré à 430 000 yuan. Selon les analystes, la hausse a été entraînée par une hausse de la demande de la part de personnes comme Wang. Les retours du marché montrent la manière dont les prix immobiliers ont été stimulés dans les zones près de la nouvelle ligne de métro. Il y avait une augmentation au début du mois de décembre et après l'ouverture de la ligne, cette augmentation est devenue plus évidente la seconde moitié de décembre et plus particulièrement pour la première moitié de janvier. Les intérêts d'achat de logements ont également augmenté l'an dernier lorsque la Banque populaire de Chine a baissé son taux d'intérêt de référence des prêts de 5 fois, baissant le taux d'intérêt des prêts de 5 ans de 6,15% à 4,9%. Selon les observateurs du marché, s'il y a davantage de baisses en 2016, il y aura également davantage d'acheteurs. Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que la Banque populaire de Chine continue à baisser les taux d'intérêt. Nous pensons que la réduction des taux d'intérêt aura un impact très important sur le marché résidentiel. Nous pensons que si les taux d'intérêt continuent de baisser, cela permettra à davantage de personnes d'acheter. Shanghai a encore 10 nouveaux projets concernant les lignes de métro. Cela sera achevé d'ici 2020. L'ensemble du réseau souterrain atteindra 800 km. Les experts de Santaline Property prédisent une hausse additionnelle de 8% cette année pour les prix immobiliers des banlieues de Minhan et de Jiating. De plus en plus de personnes préfèrent utiliser leur téléphone plutôt que leur portefeuille pour faire leurs courses. Cependant, ce moyen de paiement peut être risqué. Aujourd'hui, Suwon a acheté du thé au lait au cours de sa pause déjeuner. Au lieu de payer en liquide, elle a utilisé Alipay et a économisé des dizaines de centimes. Elle a commencé à utiliser cette méthode de paiement au début de l'année dernière et elle en est satisfaite. Je suis plutôt habituée au paiement via mobile. C'est très pratique. Ça fonctionne dans les magasins ou les maisons de thé. Je n'ai pas besoin de prendre du liquide lorsque je sors manger. Je n'ai besoin que de mon téléphone portable. Et parfois, il y a des réductions, ce qui constitue aussi un avantage. Le vendeur de la maison de thé dit que plus de 60% des clients utilisent le paiement via mobile et que la plupart d'entre eux sont jeunes. Selon lui, cette méthode de paiement améliore également l'efficacité au travail. Si un client utilise Alipay, nous n'avons qu'à le scanner et c'est fait. Mais si le client utilise du liquide, alors il nous faut attendre qu'il le sorte puis que nous lui rendions la monnaie. Alipay permet donc de réduire le temps de la transaction de moitié. Actuellement, le marché du paiement via mobile est principalement occupé par Alipay, Tencent et d'autres acteurs plus modestes comme UnionPay Mobile qui travaillent maintenant avec Apple Pay et HCE Cloud Payment. Alipay domine le marché avec une part de marché de plus de 50%. D'après une étude d'Alipay, à Shanghai, son client moyen a dépensé l'an dernier plus de 100 000 yuan via son système de paiement en ligne. Les utilisateurs de ce système augmentant, les clients disent que c'est un moyen sûr pour effectuer de petites transactions. Je l'ai utilisé longtemps et je n'ai jamais eu de problème. Je pense donc que c'est un système sûr. J'utilise Alipay quand j'achète des choses qui ne coûtent pas plus de 20 ou 30 yuan, comme une glace par exemple. Par contre, j'utilise toujours du liquide ou une carte bancaire lorsque je dois régler des sommes plus importantes. Un connaisseur de cette industrie rappelle que si les systèmes de paiement via mobile ne connaissent généralement aucun problème, ils peuvent malgré tout contenir des risques. On a remarqué que le système du code barre connaît encore quelques problèmes. Lorsque les clients scannent un code barre, ils ne savent pas si ce code barre contient un virus ou s'il ne redirige pas vers une page fictive. Un autre risque, c'est celui des données de transaction qui sont des données sensibles susceptibles d'être divulguées. Et il me semble que le troisième risque, c'est finalement le client lui-même. Lorsque vous utilisez votre téléphone portable ou votre portefeuille mobile, vous manipulez des informations très privées. Si vous révélez les informations relatives à votre compte ou si vous révélez votre mot de passe, vous prenez évidemment un risque. Afin d'éviter ce genre de risque, Victor Ye suggère que les clients évitent de cliquer sur des liens qui offrent d'importantes remises ou qui promettent des sommes d'argent. Il rappelle également qu'il est conseillé de changer de mot de passe de temps en temps pour s'assurer que son argent reste à l'abri.
L'économie chinoise est plombée par ses capacités excédentaires et les fragilités de son système financier. Toutefois, la Commission nationale pour le développement et la réforme vient de souligner que l'objectif de croissance restait de 6,5%. Il s'agirait du taux de croissance minimal pour que la Chine reste en plein emploi. Écoutons l'analyse des experts financiers. La Commission nationale du développement et de la réforme a rappelé l'objectif de 6,5% de croissance, malgré les pressions déflationnistes et la contraction de l'activité manufacturière. Selon un analyste d'une grande banque chinoise, la Chine a besoin d'une politique monétaire modérément souple pour soutenir les réformes structurelles et la diminution des coûts financiers. La conférence de travail du comité central du PCC sur l'économie a fixé 5 tâches pour cette année: la réduction des capacités industrielles, le déstockage, le désendettement, la diminution des coûts des entreprises et la hausse de l'efficacité industrielle. Ceci va créer de fortes pressions afin de réajuster l'économie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une politique monétaire souple et d'un environnement financier stable et d'empêcher une marche arrière au niveau de la restructuration économique. L'an dernier, la Banque populaire a diminué à 5 reprises ses taux d'intérêt et les taux de réserve obligatoires des banques, afin d'atténuer le ralentissement économique. Toutefois, elle pourrait cette année être plus réticente à abaisser ses taux d'intérêt, le yuan ayant plongé un plus bas de 5 ans contre le dollar. De nouvelles réductions des taux d'intérêt pourraient accélérer la chute de la devise, ce qui de facto conduirait pour les entreprises à une hausse des coûts des dettes nominées en dollars. Je pense que la Banque centrale va être plus prudente en matière de baisse des taux d'intérêt, car le yuan subit en permanence des pressions baissières contre le dollar. En ce qui concerne les taux de réserve obligatoires, cela va dépendre de la liquidité. Je pense que cette année, on aura 2 ou 3 baisses des taux de réserve obligatoires. De manière générale, la politique monétaire ne sera cette année pas souple. Au cours des 2 premières semaines de l'année, la Banque centrale a injecté un total de 230 milliards de dollars via des opérations d'open market afin de faire face au manque de liquidité avant la saison des fêtes. Les analystes ne prévoient pas de nouvelles diminutions des taux de réserve obligatoires sur le court terme. L'investissement étranger en Chine a augmenté de 6,4% en 2015. Cette augmentation bénéficie en premier lieu au secteur tertiaire chinois. Le ministère chinois du Commerce a publié ce jeudi des chiffres qui révèlent l'attractivité de la Chine et notamment de son secteur tertiaire pour les capitaux étrangers. En 2015, la Chine a attiré 126 milliards de dollars, soit 781,4 milliards de yuan en investissements directs étrangers non financiers. Cela représente une augmentation de 6,4% par rapport à l'année dernière. Cette augmentation a profité au secteur des services en particulier à hauteur de 17%. Mais d'un point de vue global, ce taux d'investissement direct étranger reste largement inférieur à ceux à 2 chiffres qu'a pu connaître le pays. L'investissement direct étranger en Chine suit à présent de nouvelles tendances. Les fusions et acquisitions deviennent de plus en plus actives. 1466 entreprises sont nées de fusions cette année, soit 14% de plus que l'année dernière. La part des capitaux étrangers est de plus en plus importante dans ces opérations de fusion et acquisition. Elle est passée de 6,3% en 2014 à 14,1% en 2015. Haier, le géant chinois de l'électroménager, s'est porté acquéreur du conglomérat américain General Electric pour 5,4 milliards de dollars. La valeur de cette transaction correspond à 10 fois le montant des revenus de l'américain sur les 12 derniers mois avant intérêts, impôts et autres déductions. Haier cherche à étendre aussi par de marchés aux États-Unis, aujourd'hui assez limités. Le fabricant chinois a recours à la popularité considérable dont jouit General Electric dans le pays d'Amérique du Nord, avec 9 usines et des réseaux de logistique et de distribution. Haier s'est engagé à poursuivre les investissements aux États-Unis. L'accord a été approuvé par le conseil d'administration des 2 entreprises. Il doit cependant être validé par les régulateurs gouvernementaux et par les actionnaires de Haier. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a prononcé un discours devant la nation. Quelques heures plus tôt, le gouvernement socialiste déclarait l'état d'urgence économique au vu des chiffres catastrophiques.
J'ai décidé de décréter, en accord avec la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, un état d'urgence économique. Et j'appelle le pays tout entier à soutenir les actions qui seront décidées dans ce cadre. Durant son discours, M. Maduro a déclaré que le Venezuela avait besoin de réévaluer son système de subvention au carburant. Sa banque centrale dit que l'économie s'est contractée de 4,5% au cours des 9 premiers mois de 2015. L'inflation a explosé durant cette période à un taux de 141,5%, le pire du monde. Le prix du pétrole plonge sur les marchés mondiaux et l'économie vénézuélienne, très dépendante de cette matière première, prévoit des performances très mauvaises en 2016. En Argentine, des milliers de personnes qui ont perdu leur emploi descendent dans la rue, et cela juste un mois après la prise de fonction du nouveau président. Selon le gouvernement, les suppressions d'emplois résultent de son action pour mettre fin aux dépenses excessives, mais tout le monde n'est pas d'accord. Alors que des suppressions d'emplois sont annoncées en Argentine, cette semaine, des milliers de personnes ont montré leur soutien à un cas bien particulier. L'animateur radio et le commentateur footballistique Victor Hugo Morales, renvoyé alors qu'il restait encore un an sur son contrat. Ce cas a provoqué un débat sur la liberté d'expression. Morales a été très critique envers les politiques économiques du nouveau gouvernement. Ce que nous ne pouvons pas concevoir, c'est que des compagnies pensent qu'elles sont les seules à pouvoir faire une ligne éditoriale selon leurs intérêts. Jusqu'à présent, ce mois-ci, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi et les syndicats descendent dans les rues. Le gouvernement dit que parmi les licenciés, il y a des activistes politiques engagés par la précédente administration Kirchner qui vivaient aux frais de l'État. La vice-présidente Gabriela Michetti a récemment déclaré que l'État n'était pas une agence pour l'emploi. À l'extérieur du ministère du Travail, il y a le spécialiste en informatique Federico Secchi qui a perdu son emploi tout comme des centaines d'autres travailleurs. Il dit à CCTV qu'il n'a aucune affiliation politique et qu'il espère rapidement retrouver du travail. Lui et sa femme attendent leur premier enfant pour juin. Autre raison de ces suppressions d'emplois, dans la troisième plus grande économie de la région, le déficit fiscal qui s'élève à 7% à présent. Le président Mauricio Macri a déclaré cette semaine que son administration visait à booster l'emploi à travers la restructuration de son économie. Plus le pays est prévisible et cohérent, plus les usines viendront en Argentine et plus il y aura d'emplois créés. Une question demeure, à quelle vitesse les nouveaux emplois seront créés à une période où les prix à la consommation grimpent? Il y a des marches de soutien au gouvernement prévues dans les prochains jours, mais il y aura davantage de marches pour protester contre son action. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.